Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Sahara 2023, 6e édition. Quels en sont les enjeux et les innovations? Le thème de cette année, l'agriculture africaine face aux chocs internes et externes. Quelle innovation structurelle pour améliorer le secteur agricole et garantir la souveraineté alimentaire? Le Sahara 2023 ouvre ses portes dès demain, premier salon d'Afrique de l'Ouest du secteur agricole et qui a également pour objectif de valoriser la pêche et l'élevage. Et ça fait l'actualité. Juste avant de recevoir notre invité à ce sujet, nous avons un reportage à vous proposer qui est signé Siaka Kone. La 6e édition du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, ouvre ses portes du vendredi 29 septembre au dimanche 8 octobre 2023. Site choisi, le parc des expositions d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le lancement du Sahara 6 s'est tenu en février dernier en présence de Jérôme Patrick Achi, Premier ministre ivoirien, suivi de la visite de terrain du site devant abriter les manifestations par les ministres de tutelle le vendredi 22 septembre. Il ressort de ces actions que le Sahara 2023 est prêt à recevoir ses visiteurs. Nous avons visité les lieux. Regardez par exemple ce site qui nous accueille. D'ordinaire, c'était des espaces que nous fabriquions nous-mêmes. Or aujourd'hui, ce sont des bâtisses qui sont statiques, qui ne bougent pas et qui vont nous faciliter toutes les installations qui vont s'y déployer. L'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes, quelle innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et la souveraineté alimentaire de nos pays? C'est le thème de cette édition. Il ambitionne de positionner le Sahara comme le salon de référence en matière agricole, de ressources animales, halieutiques et forestières en Afrique subsaharienne. Le secteur animal et halieutique n'entend pas rester en marge de cette prestigieuse rencontre. C'est le lieu pour moi d'inviter toutes les familles à venir massivement et venir découvrir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien, parce que nos villes s'urbanisent, beaucoup oublient déjà ce que c'est qu'un veau, une vache, ce que c'est qu'un porc, si ce n'est que dans l'assiette quand ils commencent à manger ces différentes bêtes. Mais ce sont des bêtes aussi qui, généralement, ont une présence, et je pense que les enfants seront très heureux de découvrir ces animaux. Le Sahara a été relancé par le gouvernement ivoirien afin de valoriser, promouvoir et développer les richesses du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche en Côte d'Ivoire. Sahara 2023, des indices majeurs à retenir, près de 300 000 visiteurs, une plateforme d'opportunités d'investissement direct, un lieu de vie et d'éducation via les découvertes et les nocturnes pour les divertissements, un engouement inédit des populations, la plus belle vitrine d'exposition du savoir-faire agricole de l'élevage, de la pêche ivoirienne. Une tribune du donner et du recevoir. L'édition 2023 enregistre de nouveaux pays séduits par le succès des précédentes éditions. C'est le cas des Pays-Bas à l'honneur de ce Sahara 2023. De retour en studio, nous recevons M. Kwasi André. Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes le commissaire général du Sahara 2023. Exactement. Commissaire général, vous êtes la personne qu'il faut pour coordonner toute cette grande organisation qu'est le Sahara? Merci Mariam. Je crois que la personne qu'il faut, ça c'est la volonté de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, avec ses autres collègues qui ont en charge l'organisation du Sahara, qui ont bien voulu me mettre à cette place, moi et d'autres frères et sœurs, pour constituer ce qu'est le commissariat général du Sahara pour mener cette organisation. D'accord. Alors c'est une grosse machine, Sahara? Ah oui, c'est une très grosse machine. D'abord, il y a 4 ministères qui sont impliqués. Le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère en charge des eaux et forêts et le ministère en charge de l'environnement. Donc, vous comprenez que c'est une très bonne équipe qu'il faut former. Et donc, les équipes sont issues de ces différents ministères et nous formons un tout au sein du commissariat général, accompagné du prestataire
qui est en charge de la commercialisation et la promotion de l'événement. D'accord. Alors, c'est la 6e édition. Exactement. Alors, 6e édition, si on devait déjà parler des acquis des 5 éditions passées, quels seraient ces acquis? Je crois que la première réponse que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, après 5 éditions, il faut le signaler d'ailleurs, qui ont été interrompues de 1999 jusqu'en 2015, et donc avec l'avènement de M. le Président de la République, Alassane Ouattara, ça a repris effectivement en 2015. Et c'est une édition qui a lieu chaque 2 ans. Malheureusement, en 2020, il y a eu la pandémie Covid-19 qui a empêché donc l'organisation de ces salons-là en 2021. C'est pourquoi nous sommes cette année à la 6e édition, après 4 ans d'interruption. Les acquis, c'est simple. Aujourd'hui, nous voyons le salon qui, d'année en année, grandit, qui, d'année en année, attire et non seulement les exposants, mais des personnes expertes qui viennent pour réfléchir sur l'avenir de l'agriculture et en Côte d'Ivoire et dans le monde. Donc, ce sont ces acquis-là qui, aujourd'hui aussi, amènent les acteurs même de l'agriculture à venir et qui font que chaque année, le nombre est croissant, le nombre d'exposants. Et tant au niveau national qu'international. Donc, ce sont des acquis notables qu'il faut souligner parce qu'en même temps, au cours de ces différents salons, c'est là que les politiques sont pensées pour améliorer l'action agricole. Donc, ce sont autant d'acquis que nous avons déjà enregistrés. Maintenant, ce qu'il faut ajouter peut-être pour vous dire combien le Sahara a gagné en maturité, c'est qu'aujourd'hui, dans le film qui vient de passer, on l'a dit, on passe d'un stade, j'allais dire, avec des installations éphémères, à aujourd'hui des installations qui sont des bâtisses et qui font la fierté de la Côte d'Ivoire en même temps. Et on peut accueillir combien de personnes là-bas? Cette année, nous attendons plus de 360 000 exposants. D'accord, mais je parle même de la bâtisse. La bâtisse, elle accueille en place assise 5 000 personnes. Et en mode mouvement et autres, jusqu'à 9 000. D'accord. Une grande capacité. Et donc, SARA, le Salon d'agriculture, de ressources animales et halieutiques, c'est ce que ça veut dire. Alors, c'est une plateforme africaine? Le SARA, à l'origine, s'était déjà donné les ambitions d'être international. Et dès la reprise en 2015, cette vocation s'est vite développée. Si bien qu'aujourd'hui, le salon agricole de la Côte d'Ivoire n'est plus seulement pour notre pays. C'est un outil aujourd'hui pour toute la zone CEDEAO. Tous les pays de la CEDEAO se sentent dans ce Sahara-là. Et au-delà de la CEDEAO, c'est l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, je ne vois pas une seule partie du pays, du continent qui ne vient pas à ce salon. Que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Est, que ce soit le Sud, le Centre. Il y a des représentants, il y a des pays qui viennent de partout. Et c'est aller au-delà de l'Afrique. Déjà, après les premières éditions 2015-2017, où les pays à l'honneur étaient africains, en 2019, c'est déjà la France qui est le pays à l'honneur, pour dire qu'on était déjà sorti de l'Afrique. Et cette année, on est encore en Europe. Mais je vous dis qu'actuellement, il y a des pays d'Asie et de partout qui frappent à la porte pour être pays à l'honneur de ces salons. Alors, sur le continent, il y a un deuxième événement comme ça. Donc, c'est une alternance entre les deux événements? Il y a un deuxième événement de ce style, de cette envergure-là, ou bien la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, là, chaque 2 ans, il y a des salons par-ci, par-là, mais qui n'ont pas l'envergure de la Côte d'Ivoire. Et quand on essaie un peu d'échanger avec les autres, on a une idée commune, nous qui sommes au niveau de ces différentes organisations. Vous savez, les cellules dans le corps de l'homme, par exemple, on dit elles grandissent et puis à un moment donné, elles se coupent en deux, elles se multiplient. Donc on a aujourd'hui cette politique d'organiser, de faire grandir le salon ivoirien, de sorte que quand ça se multiplie, ça ne tue pas les autres. Si on n'est pas assez mûr, quand on les multiplie, on risque tous de disparaître. Et aujourd'hui,
Cette vision-là est comprise de presque tous. Alors, quel est l'objectif du Sahara? L'objectif du Sahara, c'est d'abord de promouvoir l'agriculture, puisque c'est un salon dédié à l'agriculture. Il y a d'autres salons qui sont dédiés dans d'autres domaines, mais le Sahara, lui, il est dédié à l'agriculture. Donc, d'abord l'agriculture. Promouvoir l'agriculture, promouvoir les acteurs, promouvoir les politiques mises en place, parce qu'après tout, les gens viennent exposer leur savoir-faire. Tout à fait. Mais avant d'arriver à l'exposition des savoir-faire, il y a toute une activité qui a été menée et de production et de transformation. Donc les exposants, eux, ils viennent pour exposer. Mais il y a beaucoup qui viennent aussi pour visiter, pas pour être des touristes, mais pour chercher des domaines d'investissement. Pour chercher d'autres, pour venir capter des investissements. C'est pourquoi déjà, de 2015 à 2019, pendant le Sahara, on est passé à des signatures de conventions de 38 milliards à 238 milliards en 3 éditions. On espère que cette année, ça sera plus. Donc, le Sahara, les enjeux ou l'importance, elle est capitale pour l'économie agricole ivoirienne. Quasiment la majorité des pays africains seront au Sahara? Oui, je dirais quasiment, comme je l'ai dit déjà, la carte africaine est balisée, tout le continent est intéressé. La grande partie de la CEDEAO n'eût été certaines situations, j'allais dire la totalité des pays de la CEDEAO allait répondre présent. Il y a 2-3 pays du Maghreb, il y a 3 pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud et autres. Là, il y en a partout. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un seul coin de l'Afrique qui n'est pas représenté au Sahara. D'accord. Alors, combien d'exposants est-ce que vous attendez dès demain? On attend plus de 8000 exposants. Plus de 8000 exposants. Parce que il y a les entreprises exposantes qui seront au-delà de 700 à 800, mais il y a aussi les sociétés coopératives ivoiriennes. Mais les sociétés coopératives, c'est beaucoup de personnes, une société coopérative. C'est sûr. Voilà, donc quand on met l'un dans l'autre, ce n'est pas moins de 8000 exposants qu'on attendra. Sinon, on a au moins 800 entreprises qui vont venir exposer. D'accord. Alors, 8000 exposants, c'est considérable. Alors, donnez-nous pêle-mêle des exemples d'exposants que l'on pourrait trouver. On partira sur la base agricole. On a nos sociétés coopératives, et qui sont d'ailleurs en majorité des femmes qui sont les actrices principales de ces sociétés coopératives de transformation-là, à plus de 80-90%. Il y a les agrofournisseurs, tous ceux qui envoient des produits pour aider la pratique de l'agriculture. Les engrais, les intrants et autres. Les intrants, d'accord. Il y a le machinisme agricole. Il y a l'élevage. Il y a la pêche, l'aquaculture. Aujourd'hui, il y a tous les systèmes pour accompagner, je vais dire, cette agriculture-là. Le ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani, ne manque de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la compétence qui manque à nos agriculteurs pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. L'élément aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'eau. Il faut pouvoir maîtriser l'eau pour que l'agriculture soit encore plus performante. Et pendant ces Sahara, effectivement, il y a des gens aussi qui vont venir proposer des solutions adéquates aux différentes problématiques auxquelles fait face l'agriculture. D'accord. Alors, les Pays-Bas, invités d'honneur, pourquoi ce choix? Oui, ce choix, évidemment, je dirais que parce que le Royaume des Pays-Bas est un pays agricole aussi. Effectivement, le Royaume des Pays-Bas est un pays agricole, et l'un des meilleurs d'ailleurs au niveau de l'Europe. Et la Côte d'Ivoire et le Royaume du pays et le Royaume des Pays-Bas entretiennent des relations commerciales très importantes. Ce pays-là, ce royaume-là, est l'un des principaux acteurs commerciaux, enfin les commerciaux les plus importants, les premières nations commerciales avec la Côte d'Ivoire, surtout au niveau du cacao, c'est en bonne place le Royaume des Pays-Bas. Et donc, on attend d'eux
non seulement de pouvoir améliorer ces rapports-là, et puis de bénéficier de leur expertise et de leur expérience. Et quels sont les domaines particuliers, par exemple, dans l'agriculture pour bénéficier de l'expérience, par exemple ils sont bien placés au niveau de l'élevage. Très, très bien placés. Ils ont de très bonnes races là-bas. Et au niveau de la volaille aussi, c'est un pays qui est en avance. Mais au niveau même des matières végétales, c'est un pays qui est beaucoup. Et puis, ils ont un peu l'agriculture familiale, un peu comme nous autres ici aussi. Donc, ça fait que c'est des agricultures qui se rapprochent un peu. Oui. Alors, nous allons parler du thème de cette année. Le thème, l'agriculture africaine face aux chocs internes et externes. Quelle innovation structurelle pour améliorer le secteur agricole et garantir la souveraineté alimentaire? C'est ça. Alors, on va chercher à comprendre ce thème-là. Qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi? Oui, à les lire non seulement de par sa longueur, mais par sa contenance, il est ambitieux. Il est ambitieux. Il est ambitieux en ce sens qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le monde est confronté le plus souvent à des chocs. Et ces chocs-là peuvent être de tous ordres. On a cité tantôt la pandémie. Actuellement, il y a certaines crises dans certains pays, que ce soit sous-régional, que ce soit au niveau au niveau du monde entier. Et ces chocs-là perturbent forcément notre agriculture. Et si l'agriculture est perturbée, la production va diminuer et on aura un problème de souveraineté alimentaire. Donc, ce thème invite surtout les Africains, puisqu'on a parlé de l'agriculture africaine, à venir se retrouver, à venir partager leur vision, à venir proposer des solutions, à venir trouver des éléments résilients aux éventuels chocs qui pourraient nous empêcher ici en Afrique d'arriver à notre fin, c'est-à-dire au but qui est fixé par les politiques, c'est-à-dire pouvoir nourrir sainement et en quantité les populations. Donc ce thème-là invite tous les experts de par l'Afrique, même de par le monde, puisqu'il y a des gens qui viennent hors d'Afrique aussi pour nous aider dans ces réflexions, pour qu'on cherche des pistes pour la résilience face à ces chocs et pour pouvoir nous amener à produire mieux, produire plus, pour pouvoir nourrir sainement. Alors, in fine, l'ambition, est-ce bien d'arriver à l'autosuffisance alimentaire en ce qui concerne tout ce que l'on a comme produits agricoles possibles, qui existent, ou produits agricoles à développer? Mais bien sûr. Bien sûr, quand on parle de la souveraineté alimentaire, la première des étapes à franchir, c'est l'autosuffisance alimentaire. Donc, évidemment, il faut qu'on puisse être autosuffisant dans chacune de ces cultures-là pour qu'on puisse aboutir à la souveraineté alimentaire. Donc, c'est un passage obligé pour aboutir à la souveraineté alimentaire. Ce passage obligé, c'est l'autosuffisance alimentaire. Parce que aussi, il y a un fait qui est important, et ces salons-là apportent des solutions à c'est que nous produisons beaucoup en Afrique, mais nous avons très peu de moyens de conservation, de transformation, de conservation, si bien qu'il y a beaucoup de pertes post-récolte. Figurez-vous qu'on a plus de 30% voire 40% au niveau de certains produits agricoles qui périssent après la récolte, qui n'arrivent pas, je dirais, à la marmite pour dire à l'assiette. Et donc, ces réflexions-là vont tourner aussi à ces niveaux pour voir comment on peut produire beaucoup, mais savoir conserver, savoir transformer, stocker, et puis pouvoir distribuer. Parce que aussi, il y a des productions qui n'arrivent pas à être distribuées, qui n'arrivent pas sur les marchés finaux. Donc, ce sont toutes ces réflexions-là qu'il faudra mener. Alors, les coopératives dont vous nous parliez tout à l'heure, alors, ce sont des femmes essentiellement, et qui arrivent à produire et qui justement sont encadrées, assistées pour transformer. Oui. Figurez-vous, comme je le disais tantôt, plus de 80% des sociétés coopératives de transformation sont détenues par des femmes. Et si vous avez la chance, et je vous le souhaite, je vous demande même, je vous invite à faire un tour. Bien sûr. Quand vous allez arriver au pôle produit, vous allez voir toutes les sociétés coopératives qui sont là. C'est pratiquement toutes des femmes. Et ces femmes, il faut bien sûr les encadrer.
Et une des politiques, au niveau du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, avec le ministre Kwasi Adjumani, c'est de créer les conditions de mieux, d'abord, gérer leur entreprise. Parce que les sociétés coopératives sont aujourd'hui des entreprises. Donc, il faut savoir d'abord avoir une bonne gouvernance pour mieux gérer. Donc, quand on gère mieux, on peut mieux encadrer les acteurs qui produisent, donc on peut mieux produire, et puis maintenant aller à la transformation, qui exige aussi un second niveau d'investissement supplémentaire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, comme je le disais tantôt, beaucoup de produits pourrissent. Donc aujourd'hui, c'est pouvoir améliorer cette transformation. Et l'État de Côte d'Ivoire assiste aujourd'hui à cet état de fait. Je n'irai pas loin. Actuellement, il y a un projet dit PDCDV, projet de développement de la chaîne de valeur maraîchère et aquacole, qui aide dans tout le domaine de la chaîne de valeur, et la production, et la transformation, et la distribution. Et les femmes sont en bonne position, et les jeunes, bien sûr. C'est la question que j'allais vous poser. Quelle est la place des jeunes dans cette volonté gouvernementale? Ah oui, les jeunes, vous savez, j'aime à le dire, nos parents ont tellement souffert dans les champs, de la chaleur, des conditions surtout de travail, parce que c'est très pénible d'aller au champ, c'est très pénible de produire quoi que ce soit. Il n'y a pas une seule culture dont la production est facile. Tout à fait. Parce que c'est fait de façon manuelle. C'est fait à la sueur du fond, comme on le dit, la force physique. Évidemment, si aujourd'hui on dit aux jeunes d'aller faire ça, ce n'est pas eux-mêmes qui refusent, mais c'est les parents déjà qui refusent. Parce que dans les villages, les parents disent quoi? Si tu ne veux pas aller à l'école, tu vas retourner au champ comme moi. Ça devient une punition, en fait. C'est une punition parce que lui, il sait quelle souffrance il endure dans les champs. Donc, il faut aujourd'hui créer les conditions pour que les jeunes puissent aller à l'agriculture. Mais ça ne peut être autrement que par la mécanisation. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara est en train d'accentuer la mécanisation de l'agriculture, en train d'accentuer ce que je sais, dont je parlais tantôt, les espaces aménagés avec l'irrigation. C'est pour aussi dire à ces jeunes-là que quand on vient, on ne sera pas obligé d'utiliser la houe pour désherber, mais il y aura des produits, des intrants, pour non seulement améliorer les plantes, mais pour diminuer pratiquement le travail manuel. Okay. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire miroiter aux jeunes. Et dire en même temps que le domaine agricole est aujourd'hui le domaine qui offre plus d'emplois. C'est le domaine qui offre plus d'emplois. Et aller à l'école, être fonctionnaire, il faut aujourd'hui qu'on essaie de penser à l'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat agricole, c'est le domaine le plus ouvert. Donc, il faut inviter ces jeunes-là. Donc, il y a la demande, et donc, ce serait bien que les jeunes viennent en nombre pour être face à la demande et comprendre. Voilà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas aller forcément faire des trucs, mais aller faire une exploitation agricole, c'est de l'entrepreneuriat. Mais il faut que le jeune puisse le comprendre comme ça et non dire qu'on dit tu retournes au champ. Mais tu vas aller entreprendre dans le domaine agricole. Mais c'est une activité lucrative, génératrice de revenus très lucrative. D'accord, surtout que c'est une volonté politique d'encadrer. La politique actuellement est là pour les accompagner. Est là pour les accompagner. Alors, le Sahara, c'est sur combien de jours? C'est sur 10 jours, du 29 septembre au 8 octobre. Donc dès demain? Dès demain. Donc dès demain, c'est ouvert au grand public? Oui, dès demain, c'est ouvert au grand public et toute la population ivoirienne est invitée d'ailleurs parce que ce salon, le président de la République accorde tellement d'importance à ce salon que lui-même sera demain à l'ouverture. Tout à fait. Alors, oui, allez-y. Donc, tous les Ivoiriens sont invités. Ah oui, bien sûr. Alors, on réalise également dans les différentes communications qu'il y a une incitation pour que les familles, donc les personnes se déplacent en famille. Alors, qu'est-ce qui pourrait attirer au Sahara un enfant de 4 ans, 6 ans, 12 ans? Qu'est-ce qui pourrait l'attirer? Il y a d'abord la curiosité. Quand on dit agriculture, c'est quoi? Ici, on mange le maïs, mais on ne sait même pas comment le plant est. La loco, on ne sait même pas comment le pied des bananes est, le bananier est. Donc, il y a d'abord cette curiosité pour tous d'aller découvrir ce qu'est réellement l'agriculture. Et aujourd'hui, l'élevage, dans tous les salons, on a un pôle élevage
qui attire parce que les enfants aiment beaucoup les animaux. Et les animaux, on les voit, le ministre l'a dit tout à l'heure dans son élément, généralement que quand on est à table. Maintenant, on a là l'occasion de les voir sur pattes, comme dirait l'autre. D'accord, je suis même curieuse, on est tous des grands enfants. Qu'est-ce qu'on va y voir comme animaux en dehors, peut-être des bœufs, les bovins classiques? Il y a les bovins, il y a les ovins, il y a les caprins, il y a la volaille, il y a tous les porcs, et il y a même celui qu'on appelle l'agouti. En élevage, il y en a, il y a les poissons, les mâchoirons, les tilapias, il y a toute espèce d'animaux qu'on peut voir là-bas. D'accord. Alors, c'est une rotation de combien de personnes par jour que vous espérez? C'est une rotation de combien de personnes des par visiteurs? jour? Des visiteurs? Ah oui, ici on attend pratiquement 400 000, il faut dire à peu près 40 000 par jour. 40 000 par jour. D'accord. Très bien, nous sommes au terme de notre entretien. Donc, on le rappelle, Sahara 2023 ouvre ses portes dès demain, et ce pendant 10 jours, donc jusqu'au 8 octobre. Voilà, et c'est de quelle heure à quelle heure? C'est ouvert de 9h à 19h. D'accord, et le lieu? Donc c'est ce sublime espace du parc des expositions à l'entrée de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Port-Bouët. L'entrée est libre? L'entrée est libre demain pour la cérémonie d'ouverture. Et après, chaque jour, il y a une petite contribution de 1 000 francs par personne et 500 francs pour les plus jeunes. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous recevions M. Kwasi André, commissaire général du Sahara 2023. Nous parlons donc des enjeux et des innovations pour cette nouvelle et cette 6e édition. Infiniment merci de nous avoir suivis. Soyez nombreux au Sahara. Bonsoir.